Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'étudiant pour cette deuxième vidéo corrigée du brevet. On va s'attaquer à l'épreuve de mathématiques qui a été passée lundi après-midi avec Caroline Girardot. Bonjour Caroline. Bonjour. Alors les élèves ont planché sur 6 exercices de 10 à 19 points pendant 2 heures. C'était un peu long et c'était un peu dur aujourd'hui, non? C'était pas très simple. Il y avait quelques pièges. On va commencer par le plus facile, l'exercice 1 qui était pour 10 points. C'est un exercice avec un capitaine de navire qui possède un trésor de 69 diamants, 1150 perles et 4140 pièces d'or. L'idée était de le partager. La première question, il fallait décomposer tout ça en nombres premiers, en facteurs premiers. En produit de facteurs premiers. Donc ça c'est une compétence tout à fait technique. Les élèves essayent de diviser chaque nombre par des nombres premiers, en commençant par les plus petits. 69 n'est pas un nombre pair, donc on commence par essayer de le diviser par 3. On s'aperçoit qu'il est dans la table de 3. 69, c'est 3 fois 23. Et 23 n'est divisible que par 23 et par 1. C'est donc un nombre premier, donc on peut s'arrêter. On a la décomposition en facteur premier de 69. Avec cette méthode-là, 1150, on s'aperçoit que c'est un multiple de 10, donc on a intérêt à le diviser déjà par 10, on trouve 115, et encore le rediviser par 5, puisque 115 est encore dans la table de 5. Et donc on obtient comme décomposition en facteur premier, le 10 il se décompose en 2 fois 5, donc ça va faire 2 fois 5, fois encore 5, ça veut dire que dans cette décomposition il y aura un 5 au carré, et on s'aperçoit quand on fait la division que le quotient c'est 23, et donc il y a de nouveau 23 dans cette décomposition en facteur premier. Et dans 4140 pièces d'or, du coup on a quand même un peu l'idée d'essayer 23, vu qu'il est dans la décomposition des deux précédents. Et donc là, on s'aperçoit que quand on fait 4 fois 9, 36, fois 5 et fois 23, ça nous donne le 4140. Donc on obtient une décomposition en facteur premier qui est 2 exposant 2, ou 2 au carré, multiplié par 3 au carré, multiplié par 5 et multiplié par 23. Et le 23, c'est ce qui va répondre à la question suivante. Le capitaine partage équitablement le trésor entre les marins. Combien y a-t-il de marins, sachant que tout a été distribué? Et donc, si on veut que tout ait été distribué, ça veut dire qu'il n'y a pas de reste ni pour les diamants, ni pour les perles, ni pour les pièces d'or. Donc, ça veut dire qu'on cherche un nombre qui divise en même temps 69, en même temps 1150 et en même temps 4140. Et donc, comme on a juste au-dessus obtenu les 3 décompositions en facteur premier, on s'aperçoit que c'est au moins 23 fois quelque chose. Et si on regarde les autres facteurs premiers, on s'aperçoit qu'il n'y a aucun autre facteur premier en commun dans les 3 décompositions. Donc 23 est le nombre de marins. Le nombre de marins, c'est pas 22 marins un capitaine, c'est 23 marins. Alors, on ne sait pas si c'est 22 marins et un capitaine. En tout cas, enfin, il y a une petite ambiguïté sur est-ce que le capitaine... Il ne reste rien pour le capitaine. Mais quand on relit la phrase, le capitaine partage équitablement le trésor entre les marins. C'est ça. En tout cas, il y avait 23 parts. Il y avait 23 parts. Ça, c'était peut-être une bonne mise en bouche. Ça se complique déjà. L'exercice 2, il était question de Johanna qui fait des décors de théâtre. Elle devait découper 3 triangles de taille différente dans une grande pièce de bois de 4 mètres sur 2 mètres. On a un schéma avec les 3 triangles. La première question, il fallait montrer que AM, la longueur, était égale à 3 mètres 46. Et pour cela, un vieux théorème. Eh bien, à peu près 3,46. Il fallait remarquer que les pièces sont découpées dans une pièce rectangulaire et qu'on a affaire à des triangles rectangles. Si les triangles sont rectangles et qu'on connaît une mesure d'angle et la longueur d'un côté, on peut utiliser la trigonométrie qui fait le lien entre les longueurs des côtés et les mesures des angles. Là, on n'en connaît qu'une, mais ça suffit. Donc l'angle de 60 degrés, on cherche la longueur AM qui est le côté opposé à cet angle de 60 degrés et on connaît les 2 mètres qui correspondent au côté adjacent à cet angle. Donc on va utiliser la tangente de cet angle qui mesure 60 degrés parce qu'elle est égale au rapport du côté opposé sur le côté adjacent, ce qui permet d'obtenir que AM fait 3,46 mètres en multipliant 2 mètres par la tangente de 60. Et alors là, il n'y a pas de difficulté sur l'arrondi parce que sur la calculatrice, on lit 3,464 et d'autres chiffres après la virgule. L'arrondi, quand il y a un 4 après les centièmes, on laisse le chiffre des centièmes comme ça. Alors la question 2, il y avait un mot à bien comprendre. La partie de la plaque non utilisée est représentée en quadrillé sur la figure 2. Calculer une valeur approchée au centième de la proportion de la plaque qui n'est pas utilisée. Une proportion, c'est la valeur d'un rapport. Ça peut s'exprimer de plein de façons différentes. Alors je pense qu'on peut penser au pourcentage assez rapidement quand on exprime une proportion. On peut penser à l'écrire simplement en forme de fraction ou sous forme d'écriture fractionnaire. Il se trouve qu'on peut penser soit au rapport entre les aires des 2 plaques, soit au rapport entre les 2 longueurs.
ce qui revient au même puisque la largeur est 2 mètres dans les deux cas. Si on pense au rapport des longueurs, on peut écrire 0,54 sur 4, puisque c'est 0,54 mètres sur 4 mètres. Si on utilise une calculatrice scientifique récente, elle va donner cette proportion sous la forme 27 sur 200, parce qu'elle le remet sous forme de fraction irréductible. Si on le transforme en pourcent, ça fait donc 13,5%. Et si on passe par les aires, c'est possible et ça revient exactement au même. L'aire de la petite plaque, c'est 1,08 m² et on le divise par 8 m². L'aire de la grande, ça donne 1,08 sur 8 si on l'écrit sous forme fractionnaire. On peut le donner aussi sous la forme 27 sur 200. Et alors, il y a un tout petit piège de si on donne cette proportion sous forme décimale, c'est 0,135 ou 135 millièmes. Et là, si on veut l'arrondir au centième, il faut donner 0,14. Parce qu'il y a une petite mention au début de cet exercice qui dit on donnera si nécessaire une valeur approchée des résultats au centième près. Donc si on est à l'écriture décimale et qu'on trouve 0,135, eh ben, il faut arrondir à 0,14. Mais on pouvait donner un résultat sous forme de fraction ou de pourcentage ou à la virgule. Ou écriture fractionnaire avec une virgule dans la fraction, enfin dans l'écriture fractionnaire. Mais il y a plusieurs réponses possibles en fait. Plusieurs réponses possibles. Question 3. Pour que la superposition des triangles soit harmonieuse, Johanna veut que les 3 triangles soient semblables. Démontrer que c'est le cas. Comment on faisait? Donc l'idée des triangles semblables, c'est l'idée que ces triangles aient la même forme, ce qui se traduit dans les rapports entre les longueurs des côtés qui ont des longueurs proportionnelles 2 à 2. Si on avait envie de passer par ce rapport de proportionnalité, il faudrait connaître les longueurs de chaque côté des triangles dans les 3 triangles, ce qui demande beaucoup de calculs en utilisant, comme on connaît un angle, on peut avec la trigonométrie faire tous ces calculs, mais c'est extrêmement long et coûteux. Donc il valait mieux penser à utiliser la forme des triangles et d'une part le fait que la somme des 3 angles d'un triangle vaut 180 degrés et d'autre part le fait que si l'angle qui est donné de 60 degrés, qui est l'angle ADM, à l'intérieur de l'angle droit, l'angle complémentaire qui est l'angle MDN fait 30 degrés. Et avec ces mesures-là, dans chacun des triangles rectangles, on peut déduire les 3 angles du triangle. À chaque fois, il y a un angle droit, un angle de 30 degrés, un angle de 60 degrés. Donc si les 3 triangles ont les mêmes angles, ils sont semblables. Et enfin, la dernière question. Johanna aimerait que le coefficient d'agrandissement pour passer d'un triangle à l'autre soit plus petit que 1,5 et on lui demande de justifier que c'est bien le cas. Alors c'est effectivement le cas et il y a encore plusieurs façons de procéder. Notamment parce que le rapport entre les 2 triangles, on peut choisir n'importe lequel des côtés homologues dans le grand triangle et le petit triangle. Alors, une proposition, c'est de prendre l'hypoténuse de ces triangles, ça permet de ne pas se tromper de côté homologue. Donc, dans le grand triangle, l'hypoténuse, c'est MD. Alors, pour le coup, il faut utiliser le théorème de Pythagore pour le calculer. On a trouvé une valeur approchée de AM et on a la valeur de AD. Donc, avec le théorème de Pythagore, on peut trouver que le côté MD mesure 4 mètres, à peu près, au centième près. Et ensuite, rapporté à l'hypoténuse du triangle DPN. Et ce petit triangle, son hypoténuse, c'est la longueur DN. La longueur DN, c'est la même que AM, et c'est les 3,46 m qu'on a calculé tout à l'heure. Pour passer de 3,46 m à 4 mètres, on regarde par combien on multiplie. Donc, chercher 3,46 m fois combien égale 4 mètres. Pour savoir quel est le nombre qui manque dans cette multiplication à trous. On divise 4 par 3,46 et ça donne à peu près 1,15 au centième près. Donc c'est bien plus petit que 1,5. On n'était pas obligé d'utiliser les hypoténuses, on pouvait prendre d'autres côtés homologues, mais ça donne le même résultat puisqu'ils sont semblables. C'est le coefficient de proportionnalité qu'on obtient qui est le même à chaque fois. Dans l'exercice 3, il est question d'un sablier, il est question de sable et il est question de volume. C'est un exercice où il y a un petit piège, puisqu'il est question de minutes et de secondes qu'il faudra rapporter à des décimales. Il y a beaucoup de valeurs qui sont données, il y a aussi la formule de calcul d'un volume. Le sable remplit le cylindre C2 au 2 tiers. Montrer que le volume du sable est d'environ 4,95 cm3. Alors, la formule qui est donnée dit que le volume se calcule en multipliant l'aire de la base par la hauteur, mais ne précise pas que la base d'un cylindre est un disque et que pour calculer l'aire d'un disque, il faut se rappeler qu'on multiplie pi par le rayon au carré. Donc là, il y a eu aussi un petit piège à déjouer, c'est que c'est le diamètre qui est donné de tous les cylindres. Donc il fallait penser à diviser le 1,5 cm de diamètre par 2 pour obtenir un rayon de 0,75 cm.
Et après, une fois qu'on a remplacé le rayon par 0,75 cm qu'on élève au carré, qu'on multiplie par pi et qu'on multiplie par la hauteur qui est de 4,2 cm, on multiplie tout ça par la fraction 2 tiers, puisque c'est rempli aux 2 tiers. Et alors le calcul donne 4,948. Et comme c'est un arrondi au centième qui est donné, on demande environ 4,95. Si après le 4 des centièmes, c'est un 8, on arrondit à 4,95. Donc on est bon. Deuxième question, on retourne le sablier. En supposant que le débit d'écoulement du sable est constant et égal à 1,98 cm3 par minute, il fallait calculer le temps en minutes et secondes que va mettre le sable à s'écouler dans le cylindre inférieur. Donc dans cette question, on suppose que le sable s'écoule de façon uniforme, toujours de la même façon, ce qui sous-entend qu'on est dans une situation de proportionnalité. Donc pour savoir le temps que le sable va mettre pour couler, il faut diviser 4,95 cm3, qui est la totalité du sable, par 1,98 cm3 par minute, qui est le débit par minute, et on obtient 2,5 minutes. Le résultat qu'on obtient est un nombre de minutes. La partie décimale, 0,5 minutes, ça correspond donc à la moitié d'une minute. Et comme il faut exprimer ce temps en minutes et secondes, il faut donc répondre 2 minutes et 30 secondes. Voilà, un piège à éviter. Et en réalité, on découvre dans la suite du sujet qu'un sablier ne s'écoule pas de manière constante et régulière, et que dans les usines de fabrication, ils font des tests. On a un tableau qui donne tous les tests, ça va de 2 minutes 22 secondes à 2 minutes 38 secondes. Ça indique le nombre de tests qui ont été effectués par mesure. Première question, assez simple, combien de tests ont été réalisés au total ? Donc pour savoir combien de tests ont été réalisés au total, on additionne tous les tests qui apparaissent sur la deuxième ligne, et on s'aperçoit qu'il y a 40 tests en tout. Voilà, ça c'était facile. Ça c'était facile. Et ensuite, ça se complique un peu. Pour qu'un sablier soit mis en vente, le sujet nous explique qu'il doit avoir 3 conditions. L'étendue des tests doit être inférieure à 20 secondes. Il faut que la médiane des temps soit comprise entre 2 minutes 29 et 2 minutes 31 et que la moyenne des temps soit comprise entre 2 minutes 28 et 2 minutes 32. Si les 3 critères sont validés, le sablier peut être mis en vente et nous, on doit faire beaucoup de calculs pour le prouver. Donc il faut savoir si le sablier qui a été testé avec les 40 essais qui sont donnés dans le tableau vérifie les 3 conditions. Donc l'étendue, c'est la différence entre la plus grande valeur et la plus petite valeur. La plus grande valeur étant 2 minutes 38 et la plus petite valeur 2 minutes 22. L'étendue est de 16 secondes. Donc là, on est bien, on est inférieur à 20 secondes. On peut checker. La médiane des temps est comprise. Alors la médiane des temps, puisqu'il y a 40 essais qui sont faits, la médiane doit partager la série en 2 séries de même effectif. Donc on partage 40 en 2, ça fait 2 parties de 20 temps. Et donc on s'aperçoit dans le tableau que les 20 premières durées, qui sont les 20 plus petites, elles vont jusqu'à 2 minutes 29. Et qu'au-delà de 2 minutes 30, il y a encore 20 autres durées. Donc la médiane se trouve entre 2 minutes 29 et 2 minutes 30. Le critère, est-ce que c'est entre 2 minutes 29 et 2 minutes 31, est donc rempli. C'est validé. Donc pour la médiane, c'est validé. Et alors, pour calculer la moyenne des temps, les temps sont donnés en minutes et secondes. Or, on a une moyenne pondérée, puisque dans certains cas, il y a un test, dans certains cas, il y en a plusieurs. Une solution, me semble-t-il, pour éviter de s'embrouiller avec les minutes et les secondes, est de retransformer toutes ces durées en secondes. Donc 2 minutes 22, c'est 142 secondes. On fait les 120 secondes qu'il y a dans 2 minutes plus les 22 secondes. Et sur la première ligne du tableau, on peut remplacer chaque durée par des secondes. Ça permet de faire, le calcul de moyenne un peu technique, où on prend chaque durée multipliée par le nombre de tests, on ajoute tous ces produits et on divise par 40, qui est la durée totale. Et on obtient 6004 secondes sur 40. Donc quand on divise, on trouve 150,1 secondes. Si on le repasse en minutes et secondes, ça donne donc 2 minutes et encore 30,1 secondes. C'est-à-dire, ça remplit le critère, on est bien entre 2 minutes 28 et 2 minutes 32. Et on pourra vendre des sabliers. Donc on pense que ce sablier rentre dans les critères. Oui, ben c'est parfait. Pour l'exercice 4, on passe à un exercice qui lie les scripts et les probabilités. Et pour la première partie, il s'agissait de dessiner une figure qui s'exécute à partir d'un script. Et pour ça, on va passer au tableau, Caroline. Le but de la première question, c'est de dessiner la figure obtenue si on exécute le script carré. Donc un carré. Mais pour ça, il faut préciser les positions de départ, les positions d'arrivée et suivre point par point le script. Donc il y avait quelques pièges là aussi. Avec une obligation de prendre 1 cm pour 2 pixels, donc une échelle à respecter.
Donc on fixe un premier point dont on part, que j'appelle D, qui va être le point de départ de mon script. La première instruction est donc de s'orienter à 90 degrés. On s'apprête, quand on s'oriente à 90 degrés, à tourner vers la droite, c'est-à-dire à tracer par ici. L'instruction suivante demande de tourner de 90 degrés par rapport à cette direction vers la gauche. Si je m'apprête à aller par là et que je tourne vers la gauche, je suis donc en train d'aller dans cette direction et je tombe sur la boucle avancer 4 fois où on me demande d'avancer de 5 pixels. Donc j'avance dans cette direction. Puisque c'est 1 cm pour 2 pixels, ça veut dire que 2,5 cm représente 5 pixels. On prend la moitié quand on a la quantité en pixels, on prend la moitié pour passer en centimètres, donc 5 divisé par 2, ça a donné 2,5 cm. On est arrivé à tourner de 90 degrés, cette fois-ci la flèche est orientée à droite. Je m'apprêtais à aller tout droit et je tourne vers la droite de 90 degrés. J'arrive ici et je fais la même longueur que là, qui est donc toujours 2,5 cm. J'ai fait une fois les 3 instructions qui sont dans la boucle répétées 4 fois. J'ai fait un des coins du carré, je vais donc devoir le refaire 3 autres fois. La deuxième fois, ça me donne un deuxième coin du carré. La troisième fois, j'obtiens un troisième coin du carré. Et la quatrième fois, toujours 2,5 tourné de 90. Et je complète donc mon carré. Je suis arrivée au bout de la boucle répétée 4 fois. Et en dessous de cette boucle, c'est écrit « Relever le stylo ». Je lève mon stylo. S'orienter à 90 degrés, si j'avais à tracer, ça serait donc dans cette direction-là. Et il faut avancer de 10. Ici, j'ai mis 5 pixels. Et ici, il y en a 5 aussi. Donc si j'avance de 10 pixels, j'avance jusqu'ici. Donc le point où le script se termine, stylo en position d'écriture, c'est ce point-là que j'appelle A. A comme le point d'arrivée du script. Voilà. Ça n'était pas si facile. Voilà, pour la question 2, il s'agissait d'utiliser les scripts de la question 1 dans des scripts un peu plus complets. Le sujet présente les dessins qu'on obtient en exécutant les scripts. Il fallait attribuer à chaque script la figure dessinée. Donc, on observe le dessin A et le dessin B. Dans le dessin B, il y a une régularité avec un carré, un tiret, un carré, un tiret. Tandis que le dessin A, on s'aperçoit qu'il y a des carrés, puis des tirets, puis 2 carrés, et il n'y a aucune régularité. Alors quand on regarde le lien avec les scripts, dans le script 1, on s'aperçoit qu'il y a répété 23 fois le script du carré et le script du tiret enchaîné. Ça traduit cette idée de régularité, c'est le dessin B. Tandis que dans le script 2, dans la boucle répétée 46 fois, il y a donc un nombre aléatoire entre 1 et 2 qui est choisi. Il y a cette idée qu'il y a quelque chose qui est aléatoire. Donc, ça serait plutôt le dessin A. Voilà, et donc cette notion d'aléatoire va introduire les probabilités. Question 3. En imaginant qu'on exécute le script 2, quelle est la probabilité que le premier élément tracé soit un carré? Donc, quand on réfléchit à ça, on s'aperçoit que le premier élément tracé, il faut réfléchir à qu'est-ce que ça peut être. Ça peut être soit un carré, soit un tiret. Donc, les possibilités, c'est ces deux-là. Et il y en a... La probabilité que ce soit un carré, c'est 1 sur les deux. Donc la probabilité, c'est 1,5. 50%. Ou 50%. Et ensuite, quelle est la probabilité que les 2 premiers éléments soient des carrés? Donc là, il faut réfléchir à ces 2 premiers éléments, qui peuvent être soit un carré et un tiret, soit un carré puis un carré, soit un tiret puis un carré, soit un tiret puis un tiret. On s'aperçoit qu'il y a 4 possibilités, et il n'y en a qu'une seule qui répond à la probabilité que les 2 premiers soient des carrés. Donc ça fait une possibilité sur 4. Donc cette fois-ci, on peut dire un quart ou 25%. Ou 25%. Il reste une question dans le script 2 toujours. On aimerait que la couleur des différents éléments tirés ou carrés soit aléatoire, avec à chaque fois 50% de chance d'avoir un élément noir et 50% de chance d'avoir un élément rouge. Et donc il s'agissait d'écrire dans le script les instructions à suivre pour avoir ces éléments de couleur. Et de dire où on l'insère. Alors, si on veut tracer ou en noir ou en rouge avec 50% de chance, on s'aperçoit que le bloc qui avait été inséré dans le script 2, nombre aléatoire entre 1 et 2 égale 1, peut être réutilisé pour dire soit rouge, soit noir. Donc, entre la ligne 6 et la ligne 7, on va réimbriquer une deuxième boucle avec si nombre aléatoire entre 1 et 2 égale 1, alors on va à ce moment-là insérer les instructions, soit mettre la couleur du stylo à rouge en premier, et en deuxième, sinon mettre la couleur du stylo à noir,
évidemment, on peut inverser le rouge et le noir, ça n'a pas d'importance de le mettre en premier ou en second. Et on referme la boucle du répété 46 fois après avoir recopié, enfin c'est entre la ligne 6 et la ligne 7 qu'il faut installer ces instructions. Dans l'exercice 5, il était question de rectangles. On a une figure qui présente 4 petits rectangles dans un grand, dont l'aire est égal à 1,215 m². Pour chaque rectangle, les petits comme les grands, le ratio longueur est égal à 3/2. La question 1, il s'agissait de recopier des phrases en complétant les trous. Donc le premier, c'est le rectangle 3 qui est l'image du rectangle 4 par la translation qui transforme C en E, c'est-à-dire qui remonte le rectangle de 2/3 de la hauteur du grand. Deuxième phrase, le rectangle 3 est l'image du rectangle 1 par la rotation du centre F et donc de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Et alors pour la question C, il était donc précisé qu'il y avait plusieurs réponses possibles pour l'homothétie, parce qu'on pouvait considérer soit une homothétie par rapport au coin qui est représenté par le point B, soit par le point C, soit par le point D. Donc on pouvait remplir l'image du rectangle, le rectangle ABCD et l'image du rectangle 2 par l'homothétie de centre D. On pouvait aussi répondre l'image du rectangle 4 par l'homothétie de centre C et le rapport 3 à chaque fois, hein. Ou alors l'image du rectangle 3 par l'homothétie de centre B. Ensuite, une petite question, quelle est l'aire d'un petit rectangle? Alors, pour l'aire d'un petit rectangle, on a comme information l'aire du grand rectangle et on vient de nous expliquer qu'il y a une homothétie de rapport 3, c'est-à-dire que les petits rectangles sont 3 fois plus petits que le grand rectangle ou le grand rectangle 3 fois plus grand que les petits. Si on connaît l'aire du grand rectangle, quand les longueurs sont multipliées par 3, pour avoir l'aire d'un rectangle, on multiplie la longueur et la largeur, chacune étant divisée par 3 quand on passe du grand rectangle au petit rectangle. Il faut prendre cette aire de 1,215 m² qui est celle du grand rectangle et la diviser par 3 pour la longueur puis par 3 pour la largeur, ce qui revient à la diviser par 9. Donc l'aire d'un petit rectangle, c'était 0,135 m². Le piège était divisé par 3 là. Le piège était divisé pas par 3 mais par 3 au carré. Quand le coefficient c'est 3, le coefficient pour les aires c'est 3 au carré. Et on nous demande enfin quelles sont la longueur et la largeur du grand rectangle. Alors comme il faut utiliser la donnée du ratio, hein, la longueur et la largeur sont dans un ratio de 3/2, ce qui signifie que si la largeur du rectangle c'est AD et la longueur du rectangle c'est AB, AB va être égal à 3/2 de la largeur AD. Donc on écrit la longueur fois la largeur, ça fait AD fois 3/2 de AD, et on obtient du coup que AD au carré multiplié par 3/2 va donner 1,215 m². Donc pour trouver AD au carré, il faut diviser par 3/2 ou par 1,5. On obtient AD au carré donne 0,81 m². Comme on a AD au carré, on fait la racine carrée pour trouver AD. Et donc ça fait 0,9 m pour la largeur. Et ensuite, on fait 3/2 de ça pour avoir la longueur, qui elle va être de 1,35 m. Alors petit clin d'œil, hein, c'est quand même toujours les mêmes nombres qui reviennent, le 1,35. Là, on a déjà répondu 0,135. Enfin, il y a beaucoup de similitudes. On n'est pas obligé de commencer par calculer la largeur, on pouvait commencer par calculer la longueur. On pouvait aussi fixer le fait que si la longueur et la largeur sont dans un ratio de 3/2, on fixe une quantité qui est x, la largeur fait 2 fois x et la longueur fait 3 fois x. De la même façon, on écrit une équation et on trouve je ne sais pas comment dire la racine du ratio là, qui vaut 0,45. On le fait 2 fois pour la largeur, 3 fois pour la longueur. Et on obtient les mêmes. De toutes les façons, on trouve le 1,35 m pour la longueur et le 0,9 m pour la largeur. Mais c'est important de détailler son raisonnement. Mais c'était important de justifier son raisonnement. Et le tout dernier exercice de l'épreuve de mathématiques, ça concernait des programmes de calcul. Donc on nous présente 2 programmes. Le premier, on choisit un nombre, on le multiplie par 3, on ajoute 1. Et donc dans la première question, pour que les élèves puissent s'approprier ces 2 programmes de calcul, on demande de, en choisissant 5 comme nombre de départ, vérifier des résultats. Donc effectivement, pour le programme 1, on fait 3 fois 5, on ajoute 1, ça donne bien 16. Et pour le programme 2, 5 moins 1, 4. Et de l'autre côté, 5 plus 2, 7. Et on fait le produit 4 fois 7 et on trouve 28.
Donc on vérifie facilement quand même la première question. Oui, ça permet de comprendre un petit peu comment fonctionne le programme. Pour introduire la deuxième question, on nous dit qu'on appelle A de x le résultat du programme 1 en fonction du nombre x choisi au départ. Donc question 2, petit a, exprimer A de x en fonction de x. Donc on regarde le premier programme et on part non plus d'un nombre avec une valeur numérique, mais d'une lettre. Donc je choisis x, je le multiplie par 3, ça fait 3 fois x. En calcul littéral, j'écris ça plus simplement 3x. Et ensuite, ajouter 1, donc 3x plus 1. Donc la fonction a de x, c'est a de x égale 3x plus 1. Deuxième partie, déterminer le nombre que l'on doit choisir au départ pour obtenir 0 comme résultat du programme 1. Donc en ayant obtenu a de x égale 3x plus 1, on peut passer par la résolution de l'équation 3x plus 1 égale 0, ce qui donne 3x égale moins 1, donc x vaut moins 1 tiers. Mais on pouvait aussi raisonner en remontant le programme de calcul à l'envers. Si le programme de calcul se termine par ajouter 1 et qu'on est arrivé à 0 à la fin, ça veut dire qu'on fait 0 moins 1, on obtient moins 1, et on remonte encore au cran d'après. Le nombre a été multiplié par 3, donc pour avoir le résultat, il faut le diviser par 3, donc on fait moins 1 divisé par 3, et on obtient comme nombre de départ moins 1 tiers. Ça revient au même. Ensuite, on est toujours dans les équations, on nous demande de développer et réduire l'expression b de x égale x moins 1 fois x plus 2. Et on obtient x au carré plus 2x moins x et moins 2. Et donc on peut réduire simplement le plus 2x moins x, et on obtient comme expression finale x au carré plus x et moins 2. Okay. Ensuite, on va mettre en lien les deux programmes dans la question 4. Il faut montrer que b de x moins a de x égale x plus 1 fois x moins 3. Alors, l'idée, c'est d'abord b de x moins a de x. On peut calculer cette différence en utilisant l'expression qu'on a pour b de x et celle qu'on a pour a de x. On vient de développer b de x en x au carré plus x moins 2, et on retire 3x plus 1. 3x plus 1, si je retire 3x et que je retire 1, ça va devenir moins 3x moins 1. Donc la forme développée de cette différence b de x moins a de x, ça va être x au carré moins 2x et moins 3. Pour l'instant, on ne voit pas encore bien pourquoi c'est égal à x plus 1 facteur de x moins 3. Et on n'a pas vraiment de façon de pouvoir factoriser cette expression. On va donc partir de ce x plus 1 facteur de x moins 3 et le développer pour voir, en espérant que ça va bien donner la même chose que ce qu'on a trouvé pour cette différence b de x moins a de x. Quand on développe x plus 1 facteur de x moins 3, x au carré, on obtient x au carré moins 3x plus x et moins 3. Là encore, ce sont les x qui peuvent se réduire, donc ça va faire x au carré moins 2x moins 3. On a trouvé ce qu'on avait trouvé pour b de x moins a de x, donc on peut donc affirmer que ces deux choses sont bien égales et qu'on a montré que b de x moins a de x est égal au produit x plus 1 facteur de x moins 3. Et la toute dernière question, il s'agit de trouver les nombres qu'on doit choisir au départ pour que les programmes 1 et 2 donnent le même résultat, et évidemment d'expliquer comment on fait ça. Et donc, pour que les programmes A et B donnent le même résultat, ça veut dire que A de x et B de x sont égaux. Et donc, à l'expression de la question d'avant, ça veut dire que b de x moins a de x vaut 0, ou alors que ce produit qui est à droite du égal, x plus 1 facteur de x moins 3, va être égal à 0. Et donc, on se retrouve avec une équation produit, x plus 1 multiplié par x moins 3 vaut 0, soit si x plus 1 vaut 0, soit si x moins 3 vaut 0. Donc, pour que x plus 1 vaille 0, il faut que x vaille moins 1. Et pour que x moins 3 soit nul, il faut que x vaille 3. Donc il y avait deux possibilités. Il fallait partir de moins 1 ou de 3 pour que les deux programmes donnent le même résultat. Alors après, on peut le revérifier si on n'est pas tout à fait sûr. Dans le programme 1, si on prend 3 fois 3 plus 1, ça va donner 10. Et dans le deuxième, on fait 3 moins 1, ça fait 2, multiplié par 3 plus 2, 5. Donc 2 fois 5, ça donne bien 10. Et on peut faire la même vérification pour moins 1. Et dans ces cas-là, dans les deux cas, le résultat des programmes de calcul A et B, c'est moins 2. Merci beaucoup Caroline pour vos éclairages. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo corrigée. On se retrouve dès demain pour les épreuves d'histoire-géographie et de sciences. Bonne soirée à tous et bonne révision.